Le tirage au sort de la Ligue africaine des champions, nous allons en parler ce soir, tirage au sort donc des quarts de finale. On va évoquer aussi ces accusations de viol dans le monde du patinage français et puis nous parlerons de la Coupe du Roi, la sortie du Real et du FC Barcelone. C'est avec Michel Tapa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Toujours très attendu, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions africaine a tenu toutes ses promesses. Il faut dire que la Confédération africaine de football qui organisait le tirage au Caire en Égypte mercredi avait été gâtée par le dénouement de la phase des poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs africains. Alors en effet, donc la présence des grosses écuries du continent mère Al Ahly, le Wydad Casablanca, le Zamalek, le Raja Casablanca dans le chapeau 2 annonçait plusieurs chocs en perspective puisque le chapeau 1 est également richement garni avec notamment le tout-puissant Mazembe, l'Espérance du Tunis, l'Étoile du Sahel et le Mamelodi Sundowns. Alors à l'issue des tirages au sort, les quarts de finale, Al Ahly de l'Égypte affrontera Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Le Raja Casablanca du Maroc sera face au tout-puissant Mazembe. Le Zamalek d'Égypte face à l'Espérance de Tunis et puis le Wydad Casablanca à l'Étoile du Sahel. Michel, c'est des quarts de finale qui s'annoncent palpitantes. Oui, des quarts de finale qui s'annoncent palpitantes, comme vous l'avez dit. Déjà, à ce stade de la compétition, on ne peut pas éviter une grosse formation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Al Ahly qui va affronter Mamelodi Sundowns. Les Diables Rouges de Al Ahly, on connaît cette formation égyptienne qui est une grande formation sur le plan continental. Et puis Mamelodi, surnommé les Brésiliens d'Afrique, en Afrique du Sud là-bas, qui jouent les grands rôles aussi dans leur championnat. Donc pour moi, ça va être une rencontre palpitante. Il y en a d'autres aussi, l'Espérance de Tunis qui va affronter le Zamalek. Les 100 et or de l'Espérance de Tunis, on sait que c'est un club tunisien aussi qui joue un bon football, un football, si on peut le dire, raffiné, à l'allure du FC Barcelone. Et puis Zamalek, qui a une identité, c'est l'une des meilleures formations en Afrique sur ces 50 dernières années. Et donc, une grosse affiche également, le Raja Casablanca, qui va affronter le club de la RDC, le tout-puissant Mazembe. On sait que le tout-puissant aussi a une bonne formation aujourd'hui. En attaque, on a Jackson Mouleka, qui marque but sur but, qui a été sollicité l'année écoulée par les grands clubs européens, notamment Marseille en France. Donc, c'est une grosse affiche également. Et puis, on a le Wydad Athletic Club contre l'Étoile Sportive. On a aussi, quand on regarde l'affiche de ces quarts de finale, c'est comme si en phase de poule, on a laissé tomber les petits pour que les grands se retrouvent dans la cour des grands. Oui, vous savez, vous l'avez dit, c'est la cour des grands. Déjà, à partir des quarts de finale, ce sont les grosses formations qui sont là et qui joueront sans doute les grands rôles. Les petites formations n'ont pas forcément leur place, à moins qu'il y ait des surprises dans des phases de poule. Des formations non UP sont appelées à disparaître. Et là, c'est la cour des grands. Et quand on parle de cour des grands, c'est au niveau quand même de l'effectif, quand vous avez des grands noms. C'est au niveau aussi, comme on le dit souvent en football, du magot. Parce que quand vous prenez des clubs comme TP Mazembe, avec le président Moïse Katumbi Chapeau, ce sont des présidents qui investissent véritablement, pas forcément de la cabine des clubs comme peut-être Togo Port, qui a eu déjà à jouer cette compétition. On a vu Togo Port n'est pas allé aussi loin. La performance de l'équipe togolaise, on l'a louée parce que c'est vu du Togolais, mais à ce niveau de la compétition, on ne peut qu'avoir des grosses formations. Et je pense que ces clubs sont véritablement représentés. Et quand on y regarde aussi de très près, il y a une hyper-représentation des clubs d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il explique ? C'est le sérieux, c'est l'organisation dans le football aujourd'hui. On le dit toujours, le football, c'est un véritable phénomène de société. C'est une entreprise qu'on doit aussi entretenir. Et donc, ce sont des clubs qui mettent non seulement des moyens, mais qui ont aussi une organisation rigoureuse de la chose, qui sont représentés à un moment donné. Je pense que
Dans ce cas, l'Afrique du Nord doit être plus représentée. On le voit à travers les infrastructures. Quand vous prenez l'Espérance de Tunis, quand les joueurs togolais même vont là-bas à Tunis, on a eu l'exemple de certains joueurs togolais qui avaient déjà évolué. Le feu Salou Tadjou, il y a Ephraim Ouadia Lantam et autres. Je suis proche de ce dernier. Et quand vous lui posez la question, il dit les infrastructures, à leur époque surtout, étaient des infrastructures de ce nom. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'évolution du football moderne, l'Afrique du Nord investit plus dans le football, dans la modernisation de ce football. Et puis l'Afrique du Sud qui n'est plus à présenter. Ce sont des rares clubs au niveau de l'Afrique sud-saharienne qui sont représentés. Et on le voit avec le cas du TP Mazembe, parce que là-bas aussi, c'est l'investissement. Ouais. Alors, au niveau de la Ligue africaine des champions, il y a quand même un problème de visibilité. C'est un peu ce dont souffrent un peu les rencontres sur le continent, à part les grands matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs des clubs, les championnats n'ont pas la même aura qu'on le voit sur le continent européen. Qu'est-ce qui l'explique? Quand vous parlez de visibilité, on peut parler indubitablement des médias. Est-ce que les médias aujourd'hui jouent ce rôle, ce grand rôle dans le football moderne, comme les médias le font là-bas dans le vieux continent, même en Amérique, dans d'autres sports? Est-ce qu'en Afrique, les médias s'impliquent véritablement? Maintenant, si on pose la question et que cette question va à l'égard des médias, est-ce que les moyens justement sont mis pour pouvoir permettre à ces médias de pouvoir transmettre ces matchs? Je l'ai dit tout à l'heure, le football, véritable phénomène de société. Et le football, c'est l'argent, c'est les médias, c'est des partenaires qui font le football. Visiblement, le football africain, même la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas l'allure là qu'ont les compétitions au niveau européen. Et donc voilà, c'est ce qui manque véritablement à l'Afrique. Et puis, il faut dire que l'Africain s'intéresse peu au football africain, parce que il n'y a pas de moyens dedans. L'Africain préfère s'intéresser au football européen parce qu'on voit plus Messi, on voit Mbappé, on voit Cristiano Ronaldo. Mais on oublie que pour pouvoir avoir ces joueurs, il faut véritablement les moyens. Mbappé n'est pas sorti comme ça pour devenir une grande star du football français. Et donc l'Afrique aussi a besoin de cela. C'est pourquoi moi, j'aime plus le football à la base. Quand vous investissez forcément à la base, vous aurez des moyens. Mbappé, on le prend toujours. Mbappé est sorti du centre de formation, si on peut le dire, de Monaco. Donc voilà, il faut investir véritablement dans le football à la base pour pouvoir avoir les jeunes qui éblouissent un terrain de football, un stade de football, qui mettent des buts, qui défendent bien, qui construisent le jeu pour pouvoir permettre au public et à ceux-là qui aiment le football africain de pouvoir s'intéresser à la chose. Donc pour moi, c'est tout un ensemble de choses qui manquent véritablement aujourd'hui au football africain. Pas seulement au football africain, mais aussi au sport en général, au niveau africain. Ces pays, ces clubs qu'on cite, et vous l'avez rappelé, c'est des clubs qui ont énormément d'infrastructures, beaucoup de moyens sont mis à leur disposition. Donc on peut s'imaginer que normalement, c'est la Ligue africaine des champions, puisque c'est souvent eux qui se retrouvent dans les pelotons de tête, ça doit être hyper suivi. Oui, ça doit être normalement hyper suivi. Ça veut dire que dans mon développement, il y a deux facteurs qui reviennent en puissance. D'abord, le facteur, si on peut le dire, football à la base, pour que l'Africain sache que voilà, dans un club comme Togoport, dans un club comme Berekum Chelsea au Ghana, il y a un jeune pétri de talent. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jason Mouleka. J'invite nos chers téléspectateurs à pouvoir faire des recherches sur ce joueur. Il n'a que 20 ans, mais il est pétri de talent. Déjà, ce jeune peut pousser un amoureux du football africain à pouvoir suivre les matchs du TP Mazembe. Et puis, il y a la médiatisation aussi qui revient en puissance. Est-ce que, à part les infrastructures qui sont mises pour ces clubs, est-ce qu'il y a aussi les médias qui jouent en faveur de ces clubs? Je pense que c'est l'Afrique du football doit voir aussi de ce côté pour pouvoir donner une certaine visibilité, comme vous l'avez dit, à ces clubs, parce que pour moi, quand vous faites des recherches, quand vous suivez le football africain, vous verrez véritablement que l'Afrique a des talents. Alors justement, ces talents qui sont dans ces clubs, le problème, par exemple, pour celui que vous citez du tout-puissant Mazembe, qui est déjà lorgné par des clubs européens, c'est qu'il ne reste pas longtemps.
ils font leur exploit et puis après ils partent briller ailleurs. J'ai eu l'occasion de suivre une interview de Jackson Muleka qui dit que l'objectif de tout joueur africain, de tout joueur congolais donc, c'est de pouvoir aller en Europe un jour. Et donc il est resté au TP Mazembe parce qu'il doit beaucoup à ce club. Il a été formé dans les rues de son pays. Et bon, voilà, quelqu'un lui a donné la chance de venir dans le centre de formation du tout-puissant Mazembe. Et donc, il doit beaucoup à cette formation. Donc, les dirigeants lui ont dit d'attendre encore une année, de confirmer avant de bourlinguer sur le vieux continent. Et donc, il a accepté. Et comme vous l'avez dit, vous savez, les Européens, eux, ils aiment plus les bonnes choses. Et donc, ils prennent le temps de pouvoir envoyer des émissaires, ceux-là qui maîtrisent le football, pour pouvoir voir ces jeunes. Et quand ils voient que voilà, ces jeunes vont bien, ils connaissent véritablement le football, il est bon de ce côté. Et que voilà, ce côté manque véritablement à un club là-bas. Peut-être qu'à Marseille, à l'époque, on savait que Marseille avait des problèmes d'attaquants. Le FC Bruges avait des problèmes d'attaquants. Et donc, ces deux clubs allaient vers Jackson Muleka. Et donc voilà, ça revient encore, le problème d'investissement dans le football africain. Pourquoi ne pas garder ces joueurs africains? Ce n'est pas un paradoxe, mais quand vous prenez le tout-puissant Mazembe, il y a un joueur là-bas, Trésor Mputu, qui veut rester au tout-puissant Mazembe. Arsenal l'avait sollicité à un moment donné. Il a préféré rester chez lui parce qu'il aime d'abord le Congo-Kinshasa. Ensuite, il est bien payé. Quand vous voyez son salaire à l'époque, voilà, il touchait plus que certains joueurs qui jouent en Ligue 1 française. Et donc, il a préféré rester chez lui. Donc, c'est un exemple à ventiler à l'endroit des autres clubs africains. Il faut mettre les moyens et pouvoir garder les jeunes pépites africains. Alors, au-delà de... Oui, vous avez touché cet aspect, au-delà de la médiatisation, de la visibilité, c'est aussi l'intéressement. Il y a que ces grands clubs-là où des joueurs ont des millions. Je pense que, d'après les informations que moi j'ai reçues au TP Mazembe, les joueurs sont payés jusqu'à 15 millions de francs CFA par mois. Dans beaucoup de clubs, vous n'avez même pas le 10e de ça comme salaire. Donc, effectivement, dans beaucoup de clubs, c'est là où il faut investir dans le football. Et dans le vieux continent, comme vous l'avez dit, les gens ont compris. Quand vous prenez des clubs comme le FC Barcelone, comme la Juventus, qui sont capables de payer à coups de millions des joueurs, voilà, l'Afrique du football aussi est intéressée à cela. J'ai donné des noms tout à l'heure. Quand Messi joue, vous passez... vous pouvez rester 2 minutes pour pouvoir voir ce qu'il peut faire. Non seulement parce qu'il a du talent, mais aussi vous savez que c'est quelqu'un qui est bien payé, qui a beaucoup de cotes, aussi publicitaires et autres. Donc vous attendez. Je pense que c'est sur ces points que l'Afrique doit essayer de travailler véritablement. Et d'ailleurs, le président de la Fédération internationale de football, l'association, Gianni Infantino, l'a proposé véritablement au football africain lors d'une réunion à Rabat, au Maroc, où il a dit qu'il faut ingurgiter de l'argent dans le football africain parce que lui, il a vu, il a senti que l'Afrique a du talent, il reste les moyens. Bon, en même temps, c'est le même Gianni Infantino qui veut tuer la CAN en amenant ça à 4 ans aussi. Ben, est-ce qu'il veut tuer la CAN? Il propose en contrepartie, je pense, $1 milliard de financement. Donc, vous prenez l'argent et puis vous faites une CAN à 4 ans. En tout cas, c'est un débat, puisque est-ce qu'il veut tuer? Quand vous prenez Didier Yves Drogba, il a dit que l'idée d'Infantino est pour lui une bonne idée, parce que voilà, ça va permettre à certains joueurs qui évoluent dans des clubs là-bas, dans le vieux continent, de ne plus pouvoir avoir des difficultés avec leur club. On avait parlé du calendrier de la CAN tout à l'heure, mais souvent quand certains joueurs africains quittent leur club pour pouvoir jouer la CAN, ils perdent du coup leur place. Mais quand vous savez que c'est après 4 ans que vous aurez rendez-vous continental avec votre équipe nationale, on a plus de garanties avec votre club. Et on avait parlé aussi de Liverpool et de Jürgen Klopp qui avait dit que voilà, si certains joueurs quittent le Liverpool pour pouvoir aller jouer avec leur équipe nationale, ça diminue quelquefois l'effectif de Liverpool. Et donc, ça a des facteurs. Au même moment, l'Afrique veut toujours prendre ce rendez-vous de 2 ans avec la grande fête du football africain. Et donc, pour moi, c'est un débat. Peut-être qu'on ne peut pas aller vite en besogne en disant qu'il veut tuer la CAN.
Parlons maintenant de la France. On va évoquer ces accusations de viol dans le monde du patinage. Mercredi soir, dans les pages de l'équipe, la mère d'une jeune patineuse a accusé Gilles Beyer de harcèlement sexuel et de chantage. Entre 2017 et 2018, elle assure qu'il lui a fait des propositions obscènes, lui proposant d'entraîner sa fille en échange de relations sexuelles avec lui. Cette dernière, aujourd'hui âgée de 20 ans, explique de son côté avoir quitté le club après être tombée sur l'un des messages envoyés à sa mère. Et ça, ce n'est que l'une des plaintes parmi tant d'autres. C'est dans un véritable scandale de violence sexuelle que se retrouve l'ex-entraîneur Gilles Meyer, qui dit se tenir à la disposition de la justice. C'est ce que son avocat a indiqué. Ce sont des genres d'affaires qui viennent de temps à autre secouer le sport, j'allais dire en général. Et ça, on le voit sur ces genres de continents comme l'Europe, généralement en Occident. Ça choque beaucoup, ces accusations. Ça choque beaucoup, et le cas précis part de Sarah Abitbol, la patineuse. Aujourd'hui, selon les calculs, elle peut avoir 45 ans, parce qu'elle n'avait que 15 ans lorsque les faits se sont produits, et 30 ans plus tard, elle a écrit déjà un livre qu'elle a nommé « Un si long silence ». Un si long silence, où elle accuse son ancien entraîneur, Gilles Meyer, de l'avoir violée. Vous l'avez dit tout à l'heure, en contrepartie, a entraîné sa fille. Maintenant, cette affaire crée l'émoi, véritablement, non seulement dans le sport français, mais aussi dans la classe politique française. Parce que ça touche les ministres, les anciens ministres des Sports. Parce que voilà, c'est vrai que Gilles Meyer, lui, il a posé l'acte, mais il a été couvert pendant plus de 30 ans par le président de la Fédération française de sport sur glace, appelé Didier Gaillaguet, qui l'a couvert pendant 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, l'actuel ministre des Sports, Rosana, est en train de sonner le président de la Fédération de démission. Celui-ci réagit et lui, il accuse Marie-Georges Buffet, qui était à l'époque ministre des Sports, d'incapacité. Et selon lui, c'est elle plutôt qui a couvert Gilles Meyer pendant toutes ces années. Et donc, chacun rejette les accusations. Tout compte fait, comme vous l'avez dit, ça éclabousse véritablement le monde du sport en général, là-bas en France. Et puis... vous avez raison en disant que voilà, ça se passe souvent en Europe, parce que ce n'est pas seulement en France et dans le domaine du patinage qu'on le voit. On le voit aussi dans le domaine du football, dans le domaine d'autres sports, là-bas dans le vieux continent. En tout cas, pour moi, ça vient véritablement isoler, si on peut le dire, ou bien ternir l'image de ce sport et l'image du sport en général, parce que je le dis toujours, le sport est là pour transmettre des valeurs. Malheureusement, les valeurs aujourd'hui, que Gilles Meyer transmet, ce sont des valeurs, des choses, est-ce qu'on peut l'appeler même valeurs? Ce sont des trucs qu'on ne peut pas franchement dire aux enfants et proposer aux enfants qui nous regardent et qui nous suivent. C'est dommage pour le sport français. Il y a, comme vous l'avez expliqué, il y aura forcément un effet domino, c'est-à-dire c'est l'affaire Gilles Meyer, mais ça va avoir beaucoup de répercussions jusqu'à des niveaux très élevés. Jusqu'à des niveaux très élevés. Tout à l'heure, on l'a dit, Marie-Georges Buffet, elle est toujours en vie. Il y a la ministre, l'actuelle ministre Rosana, qui a des couacs avec l'actuel président de la Fédération française de sport sur glace. Et puis, comme vous l'avez dit, ça a des effets dominos. Chacun se jette la balle à son prochain ou bien à sa prochaine. Donc, voilà, c'est une affaire qui éclabousse véritablement non seulement le sport en France, mais aussi la classe politique française. Et des sportifs aussi sortent, des anciens patineurs sortent pour supporter véritablement Sarah Abitbol. Donc, pour moi, ce sont des faits à dénoncer. Ce sont des faits véritablement à dénoncer. Ce qui est quand même assez, j'allais dire, assez curieux dans l'affaire, c'est que on ne porte pas plainte au moment des faits. C'est par exemple dans le cas de Abitbol, je pense que ça remonte à plus de 30 ou 40 ans. 30 ans déjà. Et les faits sont prescrits. Bon, elle revient là-dessus. Bon, finalement, ailleurs, on demandera qu'est-ce qu'elle cherche. Oui, on peut aussi parler de son âge. Elle n'avait que 15 ans. Est-ce qu'à cet âge, elle a quand même la maturité pour pouvoir discerner les choses et pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir porter plainte? Et puis, on lui a fait des propositions, comme on l'a dit, à entraîner des gens.
Donc, pour moi, à l'époque, elle n'est pas aussi mature pour pouvoir bien voir les choses. Elle a su garder le silence et c'est aujourd'hui, elle sort l'affaire en se basant sur son livre « Un silence ». Et puis, il faut préciser que Gilles Meyer a reconnu les faits et a présenté ses excuses à la patineuse. Celle-ci a rejeté cela. Et c'est elle-même qui sort maintenant pour dire que l'affaire a été véritablement couverte par des sportifs, par des présidents de fédération, par des ministres. Donc, il faut aller au tréfonds. L'Espagne, pour finir, on parle de la Coupe du Roi. Les deux géants n'y sont plus. Le FC Barcelone, 30 fois vainqueur de la Coupe nationale, a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi jeudi soir par l'Athletic Bilbao sur le fil 1-0, tout comme le Real Madrid, défait par le Real Sociedad 4-3. Les Catalans en pleine crise interne après le conflit qui a opposé la star Lionel Messi au directeur sportif Eric Abidal mardi ont été battus sur un but de la tête de l'attaquant basque Inaki Williams en toute fin de rencontre. Une Coupe du Roi sans Real, sans FC Barcelone, c'est déjà arrivé? Bon, même si c'est arrivé une fois, ça date. Et donc, pour moi, c'est dur pour ces deux clubs. Je ne suis pas surpris du cas Barça, parce que le Barça, comme vous l'avez dit, vivait des moments difficiles bien avant les problèmes entre le directeur sportif Eric Abidal et puis la Pulga, Lionel Messi, qui dit que Abidal devait prendre ses responsabilités parce que ces derniers disaient que Valverde a été limogé parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec les joueurs, ce que Messi dénonce parce que pour Messi, il faut doiter les joueurs. Quand il parle de joueurs, c'est quel joueur? Mais le FC Barcelone vit des moments difficiles parce que on ne sent plus l'identité de ce club. Quand vous prenez le FC Barcelone, ce sont de petites passes, un jeu chatoyant et puis une construction parfaite. Et but, on ne voit plus cela dans la maison Blaugrana. Le FC Barcelone a été battu l'autre fois en Liga Espagnola par le FC Valence, 2-0. Et puis, le FC Barcelone, quand le club gagne, ce n'est plus cela. Oui. L'autre fois, lors de la récente journée, le club a battu les 20, 2-1, avec un doublé de Ansu Fati. Messi était inexistant. Voilà, donc c'est une équipe du FC Barcelone qui n'est plus la même équipe. Et donc, forcément, il y a une crise parce que Messi, lui, il est en train de dénoncer les recrutements du directeur sportif Abidal. Donc, il gardait véritablement les choses. Donc, quand Eric Abidal parlait l'autre fois, il en a profité pour faire sortir aussi ce qu'il pensait de la gestion du club aussi par le président Bartomeu. Donc, le FC Barcelone vit des moments difficiles. La défense du FC Barcelone, ce n'est plus la même défense. Un Titi qui est sur le banc, alors que Piqué, qui, selon les dirigeants du FC Barcelone, reste une identité pour le club. Piqué ne se retrouve plus. Et donc voilà, c'est une équipe qui ne va plus forcément bien. Et donc ça a des répercussions sur le club. Et puis quand vous voyez l'histoire du club, c'est difficile pour le FC Barcelone de battre l'Atlético Bilbao. 1-0, ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, par contre, c'est la défaite du Real Madrid. Le Real qui revient en puissance, qui aussi avait eu des difficultés au début, mais quand on voit aujourd'hui Zidane avec sa bande, on sent que tout ce que Zidane avait comme sérénité, tout ce qu'il avait comme suprématie, hein, si on peut le dire ainsi, sur le groupe, revient en puissance et le groupe va bien. Malheureusement, avec ces défaites, on n'a rien compris. Ben, peut-être que voilà, c'est aussi la vie d'un club. Quelquefois, ça va bien, ça va et ça chute à des moments. Un club, c'est aussi cela, c'est comme un homme qui peut toujours marcher et puis tomber. Et donc, le Real est tombé. Malheureusement que voilà, le Real et puis le FC Barcelone sortent de cette compétition que les gens considèrent comme la Coupe du Village, parce que c'est la Coupe d'Espagne. Mais il faut dire que ça va avoir des répercussions sur l'attribution du Ballon d'Or. Parce que si le FC Barcelone tombe encore en Ligue européenne des champions, le Ballon d'Or de Messi, le 7e peut-être, ça va avoir des répercussions, parce qu'il faut souligner que l'année écoulée déjà, les performances de Messi sont puisées de cette coupe, la Coupe du Roi. Michel Takwa, merci. C'est moi. La pause, le journal, regard croisé.